Bienvenue pour cette exploration d'un exercice qui marque souvent les esprits, surtout au moment du bac, le commentaire de textes philosophiques. On en garde parfois un souvenir un peu intimidant, non? Ah oui, c'est vrai qu'il peut impressionner. Et c'est pas pour rien. C'est pas juste lire, c'est pas juste résumer un texte, hein. Non, c'est clair. C'est vraiment une plongée dans l'analyse, une sorte de dissection méthodique de la pensée d'un auteur, souvent sur un petit bout de texte. Faut vraiment entrer dans sa logique, comprendre les rouages. Presque penser avec lui, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Penser avec lui pour un temps, pour saisir comment il raisonne. Alors justement, notre discussion aujourd'hui s'appuie sur un guide méthodologique assez précis fait pour préparer cet exercice. L'idée, c'est un peu de décortiquer ensemble cette méthode étape par étape, Oui, pour comprendre pas seulement les étapes, mais aussi l'esprit derrière, la logique, pour démystifier un peu le truc, quoi. On va suivre les deux grandes phases classiques. D'abord, la préparation, le travail de fond, indispensable. et puis après, la rédaction, comment on construit le commentaire. C'est une excellente approche. Et il faut vraiment, vraiment insister sur l'importance de cette première phase de préparation. Un bon commentaire, ça s'improvise pas, ça se bâtit sur une lecture, une compréhension fine du texte. La qualité finale, franchement, elle dépend énormément de ça. Bon, alors allons-y. Les fondations, cette fameuse phase préparatoire. Concrètement, par quoi on commence? Il y a des petits trucs pour bien démarrer. Alors, le point de départ, c'est crucial, oui. C'est de s'approprier le texte avant même de penser à écrire la moindre ligne. La méthode, elle parle d'abord d'explications littérales. Ça peut sembler basique, mais c'est fondamental. D'accord. Première chose toute bête, numéroter les lignes du texte. C'est pas juste pour faire joli ou pour l'école, hein. Ça permet après de se repérer super précisément, de citer sans ambiguïté. C'est un outil. Un outil pratique, oui. Et après, la lecture? Et après, et surtout, lire et relire plusieurs fois. Faut oublier la lecture rapide en diagonale. Ça, en philo, ça marche pas. Non. Il faut une lecture active, crayon à la main si possible. La première lecture, bon, ça donne une impression générale. La deuxième, on commence à voir un peu la structure. La troisième, on affine la compréhension des points clés. Faut vraiment s'immerger. D'accord, je vois l'idée de l'immersion. Mais pendant ces lectures, on cherche quoi activement? Qu'est-ce qu'on doit repérer? Ben, on cherche d'abord à identifier et surtout à définir les mots ou les expressions importantes. Alors, il y a les termes techniques, hein, propres à l'auteur, à un courant philosophique, Oui. mais il y a aussi des mots du langage courant que l'auteur utilise dans un sens bien précis, parfois un peu décalé. Et ça, c'est vital de clarifier leur signification exacte dans ce contexte. Ah oui, un mot comme liberté par exemple, ça veut pas dire la même chose chez tout le monde. Exactement. Liberté, nature. Si on saute cette étape, on risque le contresens direct dès le début. Donc premier job, jouer un peu au détective des mots de l'auteur. Et après? Après, on traque les petits mots. Ceux qui ont l'air de rien, mais qui sont en fait les grands articulateurs de la pensée, les connecteurs logiques. Ah, les donc, mais, car. C'est ça. Donc, ainsi, par conséquent, car, en effet, mais, cependant, or, pourtant, bien que, c'est le squelette de l'argumentation. Quand on repère un mais ou un cependant, souvent on trouve un tournant, une objection, une nuance cruciale. Comprendre leur fonction, est-ce que c'est une cause, une conséquence, une opposition, une concession? Ça permet de commencer à voir comment l'auteur construit son raisonnement, comment il nous emmène d'un point A à un point B. C'est fou de voir comment la grammaire, finalement, révèle la structure de la pensée. Mais complètement. C'est ça qui est fascinant, je trouve. Voir comment la structure de la langue, elle guide la pensée de l'auteur et notre compréhension. Ces connecteurs, c'est vraiment les charniers du raisonnement. Si on les ignore, c'est comme regarder un corps sans voir le squelette. On ne comprend pas comment ça tient debout, comment ça bouge. D'accord, lecture attentive, mots-clés définis, connecteurs repérés. On a une bonne base là. Mais comment on passe de ça, de cette surface du texte, au cœur du problème philosophique que l'auteur soulève? Eh bien, c'est là qu'intervient un outil méthodologique assez puissant que la source détaille bien. La grille de lecture. Une grille de lecture? Oui. Alors, c'est pas juste une checklist à remplir, bêtement, hein. C'est plutôt une série de questions fondamentales qu'on va poser au texte pour vraiment en extraire le noyau philosophique, pour être sûr de rien oublier d'important. C'est une démarche systématique pour forcer l'approfondissement. Une sorte d'interrogatoire méthodique du texte, si je comprends bien. C'est quoi ces questions clés alors? C'est exactement ça, un interrogatoire, bienveillant mais rigoureux.
Alors cette grille, elle a plusieurs entrées. D'abord, le thème. Bon, ça, c'est assez simple. De quoi ça parle en général? La liberté, la connaissance, l'art, la justice, c'est le grand sujet. Le cadre? Voilà. Ensuite, et là c'est souvent plus délicat, le problème. Quelle est la question précise, centrale, souvent implicite, à laquelle ce texte essaie d'apporter une réponse? La philo, ça naît souvent d'une tension, d'un étonnement. Trouver le problème, c'est trouver cette tension. Pourquoi c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on en débatte? Trouver la question qui se cache derrière la réponse de l'auteur, c'est ça? Précisément. Et une fois qu'on a la question, on cherche la thèse. Quelle est la réponse spécifique que l'auteur donne à ce problème dans ce passage? C'est sa position, l'idée principale qu'il défend, qu'il veut nous faire admettre. Faut la formuler clairement, de manière concise. Ce trio thème, problème, thèse, c'est vraiment l'épine dorsale de l'analyse. D'accord. Le cadre, la question, la réponse. Mais vous disiez que la grille allait plus loin? Ah oui, parce que comprendre une position, c'est aussi comprendre par rapport à quoi elle se situe. Donc, la grille nous pousse à chercher l'antithèse. Quelle est la position opposée, ou simplement différente, que l'auteur combat, nuance, ou même qu'il suppose chez son lecteur pour mieux s'en démarquer? Ce contre quoi il argumente, en fait. Exactement. Puis, on revient au texte lui-même, avec la structure logique, le plan du texte si vous voulez. Quelles sont les grandes étapes du raisonnement? Comment ça avance? Souvent, on peut découper le texte en 2, 3, parfois 4 mouvements logiques qui correspondent à des étapes de la démonstration. Repérer les grands moments de l'argumentation? C'est ça. Et il faut aussi analyser la démarche argumentative, c'est-à-dire comment il fait pour nous convaincre. Est-ce qu'il utilise des définitions, des exemples, des analogies? Est-ce qu'il réfute des arguments adverses? Est-ce qu'il procède par déduction, par analyse de concept? Repérer ces procédés, c'est comprendre sa stratégie. On se transforme un peu en détective de sa pensée, on relève ses techniques. Tout à fait. Et pour finir, 2 points qui donnent vraiment de la profondeur. D'abord, l'intention de l'auteur. Quel est son but immédiat, là, dans ce passage? Est-ce qu'il veut prouver un truc précis, clarifier un concept, réfuter une objection, peut-être émouvoir, provoquer? Son objectif direct. Et enfin, l'enjeu. Ça, c'est la portée plus large, la signification philosophique profonde de ce qu'il défend. Quelle grande valeur est en jeu? La vérité, le bonheur, la justice, le sens de la vie. Pourquoi cette question et cette réponse nous parlent encore aujourd'hui? Si on a un texte de Spinoza sur la liberté, par exemple, l'enjeu, ça pourrait être notre compréhension de la responsabilité morale face à l'idée d'un certain déterminisme. C'est ce qui connecte le texte à des questions humaines, universelles. C'est très complet. On voit bien comment cette grille, ça transforme une lecture simple en une vraie enquête intellectuelle. Ça structure la pensée, ça oblige à creuser. C'est exactement le but. En répondant à ces questions de manière systématique, en s'appuyant sur l'analyse littérale qu'on a faite avant, on construit une sorte de carte détaillée de la pensée de l'auteur dans cet extrait. Et cette préparation, elle est peut-être un peu longue, un peu fastidieuse, Oui, ça demande du temps. mais elle est indispensable pour pouvoir passer à la rédaction d'une explication et d'une critique qui tiennent la route. C'est un investissement, quoi. Bien. Bon, cette phase préparatoire intensive nous a permis de, on va dire, démonter la mécanique du texte, d'en saisir les enjeux. Maintenant, le défi, c'est de remonter tout ça. Construire quelque chose de cohérent, d'argumenté. C'est la phase de rédaction. Comment ça s'articule? Commençons par la porte d'entrée, l'introduction. Qu'est-ce qu'elle doit absolument contenir? Alors, l'introduction, c'est un peu comme la bande-annonce du commentaire, si vous voulez. Elle doit être concise, percutante, donner envie de lire la suite, mais surtout poser clairement les bases. Elle a typiquement 3 fonctions essentielles. Premièrement, situer le problème philosophique précis dont parle l'extrait. Le problème identifié avec la grille. Exactement, en le reliant au thème général. Par exemple, si le texte parle de perception, on introduit le problème spécifique de la perception de la réalité dans le cadre plus large du thème de la connaissance. Deuxièmement, il faut énoncer la thèse de l'auteur, sa réponse spécifique à ce problème dans le texte. Et troisièmement, annoncer la structure logique du texte, les grandes étapes du raisonnement qu'on va suivre dans l'explication. Ça donne une feuille de route au lecteur. Thème, problème, thèse, structure. Mais j'imagine qu'il ne faut pas juste les lister comme ça un peu froidement. La source, elle insiste sur la fluidité, non?
Ah oui, absolument. Le piège, c'est l'intro catalogue où on juxtapose les éléments sans lien. Tout l'art, c'est de les articuler logiquement, fluidement, montrer comment le problème sort du thème, comment la thèse répond au problème et comment la structure déploie cette réponse. C'est ça, une bonne intro. Et l'annonce du plan, la structure, on la met où exactement? La source mentionne une petite souplesse là. On peut la mettre à la toute fin de l'intro, ou alors parfois c'est pas mal de la mettre au tout début de la partie suivante, l'étude ordonnée, pour lancer directement l'explication. L'important, c'est que ce soit clair pour le lecteur. Compris. Alors, passons au cœur du réacteur. L'étude ordonnée, l'explication de texte. Le but ici, si j'ai bien suivi, c'est vraiment de rendre limpide la pensée de l'auteur, mais sans la juger pour l'instant. On se fait son avocat en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. L'objectif, c'est expliquer, élucider, clarifier le sens. On se met au service de la pensée de l'auteur pour la rendre la plus claire possible. Et le point crucial, vous avez raison, c'est cette neutralité bienveillante. À ce stade, on met de côté son propre jugement. On n'évalue pas, on n'est ni pour ni contre. On se concentre sur le comment il construit son propos et ce que ça signifie exactement. Et concrètement, on fait comment dans cette partie? On suit le texte ligne par ligne? Ça me paraît risqué. Ah non, surtout pas ligne par ligne. Ça, c'est le piège de la paraphrase ou de l'explication linéaire qui perd le fil. Non, non, on suit la structure logique qu'on a repérée avant, pendant la préparation. Les grandes étapes? Voilà. Pour chaque grande partie, chaque mouvement du texte, on doit 1. Dégager l'idée principale de cette partie, 2. Expliquer les arguments principaux et secondaires qui la soutiennent, 3. Analyser la fonction des exemples, des images, des références s'il y en a, et 4. Très important, définir très précisément les concepts clés, tels que l'auteur les utilise ici. Éclairer les moins importants, les distinctions qu'il fait. Et le texte de l'auteur lui-même, on le cite beaucoup? Quelle place on lui donne? Les citations, elles sont indispensables. C'est la preuve qu'on s'ancre dans le texte. Mais il faut bien les choisir. Des passages courts, significatifs. Et surtout, il ne faut pas juste les plaquer là. Il faut les intégrer dans l'analyse, les expliquer, montrer pourquoi elles sont importantes. La citation ne doit pas remplacer l'explication. C'est un équilibre. D'accord. Et bien sûr, des transitions claires entre l'explication des différentes parties pour montrer comment le raisonnement avance, comment il est cohérent. On doit sentir qu'on progresse dans la compréhension. La source, elle liste pas mal d'erreurs à éviter ici. J'imagine que la plus fréquente, c'est juste de résumer ou de paraphraser, non? C'est le piège numéro 1, oui. Résumer, ça veut dire redire en plus court, mais ça n'explique rien du tout. Paraphraser, c'est redire la même chose avec d'autres mots. Souvent, ça n'apporte pas de vraie clarification. L'explication doit aller plus loin, elle doit déplier le sens, rendre explicite ce qui est implicite. Il y en a d'autres. Oui, un autre écueil, c'est l'explication mot à mot, purement linéaire, qui fait perdre de vue la structure d'ensemble, la logique globale. Il faut aussi éviter de juste raconter ce que dit l'auteur, avec des formules un peu plates comme « l'auteur pense que », ensuite il dit que. Non, il faut analyser directement son propos. Et puis bien sûr, les pires ennemis, les digressions quand on part complètement hors sujet et les contresens, qui montrent qu'on n'a tout simplement pas compris. C'est vraiment un exercice de fidélité rigoureuse à la pensée de l'autre. Un peu comme un musicien qui interprète une partition sans ajouter ses propres notes. C'est une excellente analogie, oui. Rester fidèle à la partition de l'auteur, mais en la rendant vivante et compréhensible pour les autres. Très clair. Bon, après cette phase d'explication fidèle, où on s'est un peu effacé derrière l'auteur, vient le moment peut-être le plus stimulant, ou le plus redouté. L'apéra philosophique, la discussion critique. C'est là qu'on peut enfin sortir de la neutralité, engager le dialogue. Exactement. C'est le moment où on prend du recul. On évalue la portée, la pertinence, la validité des idées. On passe de l'explication à l'évaluation, mais une évaluation argumentée. Et cette partie, classiquement, elle se fait en 2 temps. La critique interne, puis la critique externe. Commençons par cette critique interne. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? On critique l'auteur en utilisant ses propres arguments. C'est un peu ça l'idée. La critique interne, c'est évaluer la pensée de l'auteur de l'intérieur, en se basant seulement sur ce qu'il y a dans le texte qu'on analyse. On ne fait pas encore appel à d'autres philosophes ou à nos opinions. La grande question, c'est est-ce que son argumentation est cohérente en elle-même? Est-ce que les arguments qu'il donne soutiennent vraiment sa thèse? Est-ce qu'il y a des tensions, des contradictions, des présupposés pas justifiés dans son propre raisonnement? Est-ce que sa démarche est pertinente par rapport à ce qu'il voulait faire? Est-ce que son langage est précis ou ambigu?
On cherche les forces, mais aussi les failles logiques, les points aveugles, mais internes à son discours. D'accord. Donc avant de regarder dehors, on vérifie si la maison tient debout toute seule, si les murs sont solides. C'est tout à fait ça. Ça demande de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle. On se demande, est-ce que ça tient la route selon ses propres règles? La source d'ailleurs, elle suggère que c'est bien, à la fin de cette critique interne, de reformuler clairement la thèse, parce que c'est elle qu'on va ensuite discuter de manière plus large dans la critique externe. Alors justement, cette critique externe, c'est là que le débat s'ouvre pour de bon. Oui, là on élargit la perspective. On va confronter la thèse de l'auteur qu'on a bien comprise et évaluée de l'intérieur, on va la confronter à d'autres points de vue, d'autres idées, et aussi potentiellement au réel, à l'expérience. Concrètement, ça se fait souvent en deux temps, qui se complètent. D'abord, on peut chercher à justifier la thèse, montrer sa pertinence, sa force, sa fécondité. Montrer qu'elle a de la valeur. Exactement. On peut la rapprocher d'autres penseurs qui disent un peu la même chose, ou montrer comment elle éclaire certains aspects du monde, de l'expérience humaine. Montrer pourquoi c'est pas juste une vieille idée, mais qu'elle a encore quelque chose à nous dire. On commence par reconnaître les points forts. Et ensuite, on la challenge. Voilà. Ensuite, et c'est le cœur de la discussion philosophique, il faut montrer les limites, les insuffisances, peut-être même les dangers de cette thèse. Et pour ça, on introduit une antithèse argumentée, des points de vue différents. Alors ces objections, elles peuvent venir d'autres philosophes qui ont traité le même problème, mais qui arrivent à des conclusions opposées. Comme mettre Descartes face à Hume, par exemple. Oui, par exemple. Face à un rationaliste, mobiliser un empiriste, ou la critique de Kant, ou alors on peut confronter la thèse à la complexité du réel, à des faits historiques, sociaux, psychologiques, qui semblent la contredire ou la nuancer fortement. Si un texte défend une vision très idéalisée de la nature humaine, on peut nous opposer des faits tirés de l'histoire ou de la psychosociale. La question devient, ok, mais si on regarde sous cet autre angle, quelles sont les limites, les impensés de cette approche? C'est donc un vrai débat contradictoire qu'il faut organiser soi-même, en fait, en allant chercher d'autres références ou des éléments du réel. Absolument. Il faut construire une discussion argumentée, pas juste mettre des opinions les unes à côté des autres. Il faut utiliser des idées précises, des concepts clairs, des exemples pertinents. On peut faire référence à d'autres auteurs, mais attention, la source met en garde contre un piège qu'elle appelle la logomachie. La logomachie. Oui, c'est le défaut de celui qui étale juste sa culture, qui fait un catalogue de noms, de citations, sans qu'il y ait de vrais débats argumentés derrière. Le but, c'est pas de montrer qu'on a beaucoup lu, c'est de créer un vrai dialogue critique, où les arguments se répondent, se nuancent, s'opposent, mais de manière constructive, pour faire avancer la réflexion sur le problème posé au départ par le texte. C'est pas un exercice exigeant, c'est sûr, mais on sent bien le potentiel pour développer sa propre pensée. Reste une dernière étape qu'on oublie parfois, la conclusion. La source insiste, elle est absolument nécessaire. Pourquoi elle est si importante ? Elle est cruciale, oui, parce qu'elle boucle la réflexion. Il y a une idée reçue qui dit qu'après un long développement, on peut s'arrêter là. Surtout pas. La conclusion, elle a un double rôle, fondamental. D'une part, elle doit faire le bilan synthétique de toute l'analyse, c'est-à-dire rappeler très brièvement ce qu'on a retenu de l'explication du texte et surtout les conclusions importantes de la discussion critique de l'intérêt philosophique. Qu'est-ce qu'on a appris sur la force et les limites de la thèse ? Un résumé de tout le parcours. Oui, une synthèse, mais pas seulement. D'autre part, et c'est essentiel, elle doit permettre de formuler une position personnelle argumentée. Après avoir exploré le texte, l'avoir critiqué, l'avoir confronté à d'autres idées, quel est notre propre jugement final sur la question posée par le texte? Attention, c'est pas juste donner son opinion subjective comme ça. C'est une prise de position réfléchie qui doit être justifiée par tout le travail d'analyse et de discussion qu'on a fait avant. C'est l'aboutissement du dialogue qu'on a mené avec l'auteur. Donc on ne se contente pas de résumer, on doit un peu trancher ou en tout cas proposer une perspective finale qui est nourrie par tout ce cheminement. C'est exactement ça. Une synthèse et un jugement. Ça montre la maturité de la réflexion qu'on a acquise au fil de l'analyse. Bien, si on essaye de prendre un peu de hauteur sur tout ce processus, qu'est-ce que cette méthodologie du commentaire philosophique nous apprend au fond? On voit bien ce cadre très structuré qui nous mène de la lecture la plus attentive à une évaluation critique, argumentée, personnelle. C'est une méthode rigoureuse pour apprendre à entrer en dialogue avec une pensée complexe, à en saisir la logique, les forces, les faiblesses, et finalement pour muscler notre propre capacité d'analyse, notre propre jugement.
Cet exercice un peu scolaire, au final, c'est une super salle d'entraînement pour l'esprit critique, non? C'est une excellente façon de le dire, oui. L'objectif, il dépasse largement la note à un examen. Il s'agit vraiment de forger des compétences intellectuelles qui sont fondamentales. L'analyse fine de textes argumentatifs, savoir raisonner de manière logique, structurée, être capable d'évaluer la validité d'un propos, de construire sa propre argumentation nuancée, de dialoguer avec des points de vue différents. Mhm. Toutes ces compétences, elles sont transférables, elles sont précieuses dans énormément de domaines, bien au-delà de la philo académique. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une pensée à emporter pour les personnes qui nous écoutent. Oui, une question pour prolonger un peu la discussion. Au-delà de ce cadre très spécifique du commentaire de philo, comment est-ce que cette habitude intellectuelle de décomposer un discours, interroger sa logique, ses présupposés, évaluer la force des arguments, confronter les idées à d'autres perspectives ou à la réalité, comment est-ce que cette approche pourrait nous être utile au quotidien? Face à l'info, aux discours ambiants. Exactement. Face à la surabondance d'informations, face aux discours politiques, publicitaires, qui cherchent à nous persuader, face aux opinions parfois très tranchées qui circulent sur les réseaux sociaux, face aux fake news, est-ce que cette méthode d'analyse critique, si on l'appliquait non plus seulement à Platon ou à Kant, mais aux argumentations qu'on rencontre tous les jours, est-ce qu'elle ne nous donnerait pas des outils précieux? Des outils pour développer une pensée plus autonome, plus lucide peut-être, pour mieux décrypter les intentions, évaluer la solidité des raisonnements et peut-être résister un peu mieux aux manipulations. C'est une invitation, voilà, à réfléchir à la portabilité de ces compétences critiques forgées par cet exercice philosophique pour en faire des instruments, des outils pour naviguer dans la complexité du monde actuel.